Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des 3 fois plus puissantes. Celui-ci tout particulier puisqu'il est sur le deuil. Une thématique que l'on va traiter toutes les trois. Vous avez maintenant l'habitude, donc je suis avec Sophie Auger et avec Ashley Legrand. Je suis moi-même Nina Michou. On a hâte de pouvoir dérouler tout ça avec vous. Je tiens à vous remercier à nouveau pour tous vos likes, tous vos commentaires, vos partages qui nous font chaud au cœur sur les derniers podcasts et qui montrent combien ça vous parle, combien ces problématiques sont finalement communes à tous, et de savoir qu'on peut faire du bien en vous partageant nos échanges dessus, eh bien c'est tout ce qu'on souhaite. Donc continuez ça, y compris avec celui-ci, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires, vos partages. Et puis, je pense qu'il est temps qu'on rentre directement dans le vif du sujet, puisque c'est une thématique où on a quand même beaucoup de choses à dire. Deuil, ça passe par plein de choses différentes. Nous, on va traiter 3 axes majoritairement. On va parler, bien sûr, quand on entend deuil, on entend défunt, individu défunt. Mais le deuil, c'est aussi simplement une fin d'une relation, une fin d'une situation. Ce sont des choses que l'on va aborder. Mais aussi le deuil d'une partie de nous-mêmes, ou même d'une version de nous-mêmes. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément connu, qui est un peu plus spirituel, mais qui fait partie des choses qu'on aimerait aborder ici avec vous aussi. Et je pense qu'on va démarrer avec notre premier axe. Sophie, est-ce que tu veux bien t'exprimer sur cette thématique-là, avec cet axe d'individu défunt? Le deuil pour toi là-dessus, c'est quoi? Et salut Nina, salut Ashley. On avait décidé que j'allais un peu commencer là-dessus parce que dernièrement, lors de mes pratiques avec les cartes et dans les lives que je fais, alors on n'a pas l'habitude que je parle de mon boulot dans les podcasts, on en vient souvent à mes expériences personnelles et mes expériences avec les hommes, quoique j'aurais beaucoup de choses à dire sur le deuil du masculin chez moi. Mais là, particulièrement, j'ai envie de commencer avec mon expérience pro, mon expérience dans cette branche que j'ai, qui est la cartomancie. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un live, j'ai fait le live du 31 octobre, il me semble, puisque voilà, c'était Halloween, et j'ai fait un live spécial défunt. Il m'arrive régulièrement de faire des contacts défunts quand je tire les cartes, et rien que de vous le dire, alors que je pensais être parfaitement alignée et assumée dans ce que je suis et dans ce que je fais, j'ai encore l'impression que je parle d'un truc un peu, c'est quoi le terme, perché. Pour autant, je crois qu'il faut que je m'assume jusqu'au bout dans ce que je suis et dans ce que je fais. Et c'était assez incroyable de voir. Alors, je pense qu'il y a 2 choses dont je pourrais parler. C'est à quel point, en tant qu'humain, encore ancré dans la matière et pleinement vivant dans la définition de ce qu'on appelle vivant en tant qu'humain, les gens ont besoin d'entendre, ont besoin de comprendre et ont besoin d'être toujours en contact avec leur mort. Alors là, je parle particulièrement pour mon public, parce qu'après, je sais que dans chaque culture, chaque religion, chaque civilisation, on a un rapport à la mort qui est différent. Mais en tout cas, nous, le deuil en France et dans pas mal de pays d'Europe, il est vu comme quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, quelque chose où d'ailleurs les enterrements, les gens sont habillés en noir, les gens pleurent, alors que tu sais que dans d'autres civilisations, ils font des grandes fêtes, ils honorent le passage du monde des vivants au monde des défunts, etc. C'est d'ailleurs quelque chose que j'affectionne particulièrement, et souvent je dis à mes amis... Oui, alors moi, si je meurs, je veux que vous fassiez une grosse chouille, quoi, parce que je veux qu'on fête ça, parce que c'est la fin de quelque chose qu'on voit, mais le commencement de quelque chose qui nous échappe. Ce qui m'a assez impressionnée, c'est à quel point les défunts sont encore hyper présents dans nos vies. Et donc, je faisais ce live en direct et les gens me disaient « Ah ben moi, je veux bien un message d'un de mes êtres défunts ». Et donc, le principe, quand je pratique comme ça, c'est que je tire une carte et que je dis le message qui vient. Je ne sais pas forcément qui, quoi, et j'aime bien que les gens ne me demandent pas, d'ailleurs, je veux un message de ma grand-mère, je veux un message de mon oncle, parce qu'en fait, les réponses viennent tout de suite. Je vais leur parler de, je sais pas, un élément eau, une fleur, et poum, ils vont tilter, et là, je vais me connecter, je vais avoir des frissons dans tout le corps. Et c'est assez incroyable, en fait, quand tu réalises dans ta pratique que la mort est une illusion. On commence chaud le podcast, là, parce que ça peut être difficile à entendre par la culture et l'éducation qu'on reçoit, parce que souvent, les gens, on est mort, on ne vient plus que descendre, mais notre énergie, elle est toujours là. Et on pourra jamais dire si c'est notre énergie qui est là ou si c'est vraiment une entité qui est là, mais en tout cas,
je ne crois plus du tout au hasard au vu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, des détails que j'ai pu recevoir en canalisation de « tu te souviens quand on avait rangé cette boîte avec ce truc dedans, gna 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 ?» Moi, je connais pas la personne, je sais pas s'il y a une boîte, s'il y a une fleur, s'il y a un... Et c'est toujours assez impressionnant et c'est un côté rassurant. Et souvent, dans mes stories sur Instagram, je parle, j'ai fait un tips il y a pas longtemps sur ça, sur comment rentrer en contact avec ces guides, parce que je crois que les morts peuvent nous expliquer comment vivre. Et c'est assez paradoxal et à la fois assez puissant. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages, et il y a beaucoup de messages dans les tirages que je fais où il y a des interventions de défunts, et où c'est des messages un peu, ça peut se résumer de manière assez caricaturale comme une série B, mais vie quoi. Vie, bouffe, va au milieu de tes rêves, parce que en fait sur les tombes on grave jamais des trucs du style il a été PDG, il a gagné tant, il a réussi sa vie. Non, on va mettre à notre grand-père qui nous a manqué, à notre cousine qui nous a aimé, à notre enfant qui nous a fait rêver, tu vois, et on a tendance à oublier ça, et je crois qu'il y a d'une certaine manière ils sont là pour nous le rappeler, et je pense que ce qui fait qu'on a du mal à se connecter parfois aux morts, ou qu'on veut justement se connecter, c'est parce qu'on a une profonde envie de se rappeler ça, qu'on est là pour incarner nos rêves profonds, nos espoirs profonds, ce qui vient de notre âme. Et eux, j'aime penser que quand tu meurs, tu quittes totalement le mental et l'ego, puisque tu n'es plus dans le corps, hein, tu reviens à la source. Et là, tu reviens donc à ce qui t'anime réellement. Et ils ont envie de nous faire... nous souvenir que ça, on peut y accéder même en étant vivant. Et dès lors qu'on comprend qu'on peut y accéder quand on est vivant, la vie, elle change. Et on va faire le deuil, justement, d'une partie de nous pour aller vers une nouvelle. Alors, je sais pas qui c'est qui veut enchaîner sur ça, mais je trouve que je l'ai parfaitement placé. Vas-y, H. Moi, j'ai envie d'enchaîner, mais pas forcément pour tout de suite sur le deuil d'une partie de nous. En fait, j'ai envie de revenir juste sur ce que tu as dit et de partager éventuellement une expérience qui peut être cool, enfin, qui a été cool pour moi. Déjà, je voulais redire que c'est une discussion que j'ai assez couramment avec des personnes que j'accompagne sur cette idée de... En fait, ça rejoint juste tout l'univers de la spiritualité de manière générale, toute cette histoire de vie après la mort et d'invisible, en fait, quelque part, dont tu as clairement bien parlé. Et j'avais envie de dire que très souvent, moi, j'aime bien symboliser cette partie de nous, tu sais, qui dit... mais c'est n'importe quoi, c'est que des conneries, tout ça, etc. Parce que ça arrive, hein, ça arrive à chacun d'entre nous, et on a beau être hyper connecté à l'invisible, etc., il peut nous arriver de douter, parce que quelque part, il y a quand même une grande partie de la population qui doute. Et moi, j'aime symboliser ça par une vieille tante, ou vraiment un personnage qu'on a tous en nous, en fait, qui de temps en temps peut dire « mais c'est n'importe quoi, tout ça !» Ok, voilà, elle est là, c'est ma mère, l'entend. Ouais, on a tous quelqu'un dans notre entourage où on a une voix à l'intérieur de nous qui a tendance à remettre tout ça en cause et qui dit mais qu'est-ce que tu racontes. Et en fait c'est ok, et ce qui est génial c'est que de temps en temps il y a des êtres, des moments, des personnes, des livres qui vont nous reconnecter, et la question la plus importante pour moi c'est pas de savoir si tout ça est vrai ou pas vrai, c'est de savoir mais dans quelle énergie je me sens mieux. Est-ce que je me sens mieux, heureux et vraiment à l'aise quand j'imagine qu'il y a une vie après la mort, quand je parle de l'invisible, de l'énergie, du fait que tout est possible, que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de mon intérieur, ou est-ce que je me sens plus à l'aise quand tout ça c'est des conneries, il n'y a que de la biologie, puis de toute manière il peut m'arriver n'importe quoi à n'importe quel instant, puis c'est comme ça, puis c'est de la biologie, puis c'est de la science, puis... Et en fait, voilà, c'est à vous de choisir dans quoi vous vous sentez mieux, et ce qui vous parle le plus, et ce qui vous fait le plus de bien. Alors voilà, je voulais revenir là-dessus. Et sinon, moi j'ai eu une expérience spécifique du coup avec un défunt, donc j'avais envie de le raconter. Je sais pas si c'est pertinent. Ah, complètement. Mais j'étais très proche de ma grand-mère. J'ai pas su, ni osé, ni... Voilà, les circonstances ne se sont pas présentées pour que j'essaye de communiquer avec elle avant, il y a quelques mois. Et il y a quelques mois, après avoir regardé un reportage sur la vie après la mort sur Netflix, petite pub pour Netflix du coup au passage, je me dis tiens, je vais essayer quand même de demander un signe à ma grand-mère, voir si elle existe. Et il faut savoir que j'avais perdu une bague qui était très importante pour moi quelques mois avant, et que j'ai formulé à retrouver cette bague. En plus d'avoir formulé aussi à gagner au loto, mais comme je me sentais coupable de demander à ma défunte grand-mère que j'aimais tant de m'aider à gagner de l'argent, que je trouvais que c'était hyper matérialiste, je me suis ravisée. Et c'est comme ça que je suis retournée sur l'idée de la bague.
Et ce qui est incroyable, c'est qu'il devait être minuit le soir. Ça fait 3 mois que j'ai perdu ma bague et qu'on a retourné toute la maison. On a cherché partout. Il faut vraiment contextualiser que cette bague, on l'a cherchée partout. On a mis des annonces, on a fouillé ta maison, parce que je crois qu'il faut vraiment contextualiser, parce qu'ils vont dire oh bah c'est facile, tu vois, ils l'ont juste retrouvé. Mais on a cherché partout, même sous les tapis, dans les cailloux. Enfin, je veux dire, il y a pas un coin où t'as pas à chercher. Ouais. Et surtout en premier lieu la chambre qu'on a aspiré, retourné, tout enlevé. Et en fait, le lendemain matin, ma dernière fille, Anaë, qui avait à ce moment-là 3 ans et demi, m'appelle, il me dit maman, j'ai retrouvé ta bague et elle était posée sous la table de nuit. Enfin, c'était complètement improbable, sachant qu'on avait déjà bien aspiré, retourné, etc. plusieurs fois depuis ces derniers mois. Et donc, c'est comme ça que j'ai retrouvé cette bague. Et le lendemain, j'ai vu que j'avais gagné une certaine somme au loto. Alors, à un chiffre près, j'ai gagné 3 millions. Ça ne s'est pas produit, donc tout de suite, je mets un stop. Et du coup, j'ai gagné quand même une belle somme, puisqu'il me manquait juste un chiffre. Et donc, voilà, alors on pourrait dire que c'est le hasard, mais c'est la veille que j'ai demandé ça. Et pour moi, sur le coup, ça a été extrêmement fort. C'est comme si, déjà, en retrouvant les objets, ça m'a scotché. Et en plus de ça, c'était comme si d'un coup, je la voyais me faire un clin d'œil et qu'elle était vraiment présente voilà, dans ces manifestations. Donc là, j'en ai encore des frissons en parlant. Ça m'a fait vraiment quelque chose. Ça permet d'ouvrir. Ça n'empêche pas que de temps en temps, moi aussi, je perds la connexion, que de temps en temps, je me dis, wow, ça se trouve, c'est des conneries, que voilà. Mais en fait, s'intéresser à la spiritualité, c'est aussi s'offrir la possibilité de rester connecté avec ce qui est important pour nous, avec l'amour, tout simplement, comme tu l'as dit, qu'on avait avec nos proches, et avec l'idée que peut-être la mort n'est pas une fin, mais une renaissance. Je suis d'accord avec toi. Allez, Valent, je passe le bâton de parole à Nina. Ça me parle beaucoup, mais dans le côté pro, mais j'aimerais d'abord parler du perso, parce que la mort, j'ai pas eu une première approche très sereine. Elle est venue frapper assez tôt à la porte de mon foyer. J'avais 22 ans et j'ai perdu ma mère, qui était un individu très compliqué, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais elle s'est suicidée. Et ça a été vraiment un énorme traumatisme dans ma famille, pour moi, pour mon père, pour ma sœur. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que il y a eu beaucoup de culpabilité en fait au début. Beaucoup de culpabilité, si je vais jusqu'au bout aussi, pour être totalement ouverte, elle s'est suicidée, elle s'est pendue dans notre maison avec une de mes longes d'équitation. Et donc symboliquement, ça a été énorme. Même si après il y a eu beaucoup de travail pour comprendre que tout ça lui appartient, sur le moment, ça fait quand même beaucoup. Et donc j'ai pas eu un rapport à la mort qui était, serein en fait, pas du tout. Et donc j'ai longtemps eu très peur en fait, déjà de tout ce qui était de l'ordre du défunt. Alors que j'étais quand même déjà connectée à cette époque-là depuis enfant, je crois que j'ai jamais vraiment perdu ça. Où je rentrais dans un lieu et je pouvais sentir plein de choses, mais je me le gardais un peu pour moi, et cet événement il est venu encore plus fermer la porte à ce moment-là en tout cas, parce que pour moi c'était trop dur d'envisager autre chose, d'envisager qu'il y avait quelque chose. On parle d'étapes du deuil, oui, d'abord il y a le déni, ensuite il y a la colère, ensuite... Il n'y a pas d'étape. C'est pas un contrat, c'est pas un contrat à durée déterminée. Il y a aussi ce truc d'au bout d'un moment il y a la résilience et c'est terminé. Ben non, on fait que des allers-retours, c'est un gribouillis dans les étapes, mais il y a pas, faut pas se mettre ça en tête parce qu'après on culpabilise de se dire mais je devrais en être là et j'en suis pas là, et par rapport à mes proches j'en suis là et j'en suis pas là. Mais en vrai c'est vrai, enfin nous on nous l'avait dit heureusement dès le début parce qu'en fait j'ai le moment où je l'ai appris, donc moi je revenais d'une balade à cheval, c'est mon père qui est passé à la maison, qui l'a découverte et qui est tout de suite venu me voir après ma balade et qui m'a prévenue. Et ensuite, il fallait qu'on prévienne ma sœur. Mais ma sœur, elle était au travail. Ma sœur travaille à l'hôpital. Elle est sage-femme. Et donc, on est allé l'accueillir vraiment après sa garde. C'était très, très dur, très violent là aussi pour tout le monde parce que ma sœur sort de sa garde, nous voit ravie. Oh, papa et Nina me font une surprise après la garde, ils viennent me voir. On l'a tout de suite dit non, Tess, non, c'est pas du tout ce que tu penses là, ce qu'on vient te dire. Elle s'est écroulée sur le parking de l'hôpital et elle a poussé un cri dont je me souviendrai toute ma vie. Je suis désolée.
Et en fait, on a tout de suite... on a forcément été entendu par le personnel de l'hôpital, vu le cri. Et donc, on a tout de suite été pris en charge par des psychologues et des psychiatres de l'hôpital qui ont tout de suite permis en fait de poser des mots. On était à chaud, quoi. Tous les trois hyper à chaud, mais en fait, ça nous a fait... Sur le moment, moi, j'ai trouvé ça horrible. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. J'avais pas envie de parler. Mais ils ont mis des mots qui m'ont tellement fait du bien, et je me rends compte que maintenant, parce qu'on était direct à chaud, et il y a un truc qui nous ont dit, c'est surtout ne vous pressurisez pas les uns les autres avec les étapes, en fait, du deuil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez pas la lumière. Mais la résilience, chacun en est capable. Aujourd'hui, ce que je vous dis, ce monsieur-là m'avait dit, aujourd'hui, ce que je vous dis, ça va pas vous parler. C'est ok. Mais gardez-le dans un coin de votre tête. Et surtout, dites-vous que si un jour votre sœur ou votre père, c'est pas au même niveau, qu'ils en sont à un certain moment, que vous en êtes à un autre, et puis que ça change, et que, eux, ils ont besoin d'avoir sa photo, que vous avez pas besoin d'avoir sa photo, que c'est ok. Et cette tolérance-là, elle est venue inscrire quelque chose de très fort en nous. Elle est venue matérialiser un truc, parce que dans le deuil, il y en a beaucoup qui finissent par se séparer les uns les autres, par créer des tensions. Et nous, grâce à ces paroles-là, on est venu former un triangle solide, triangle qu'on s'est tous tatoué d'ailleurs, tous les trois, parce qu'on s'est rendu compte que c'était là notre vraie force, c'était d'être réunis par ce deuil. Et c'est là que ce deuil est venu en fait aussi révéler plein de choses. C'était très compliqué, mais là il y a aussi un aspect de libération. Sur le moment, on voit pas le côté bénéfique de tout ce qu'on vit, mais c'est aussi ça qui m'a menée à vouloir réaliser les plus grands rêves de ma vie. Je me suis dit, la vie en fait elle est courte, et je suis venue pour vivre ma vie, je suis venue pour m'incarner, je fais des choix. Donc je veux avoir mon cheval, c'est le rêve de toute ma vie, je vais avoir mon cheval, j'ai mon cheval. Ok, là je fais une formation de com animal, ça me passionne, je crois que c'est ça mon métier, je veux faire ça, je vais le faire. Et en fait, c'est cette idée de renaissance après le deuil. On parlait, Sophie, tu disais le deuil de toi-même, mais je trouve que c'est valable aussi pour le deuil d'une personne. J'ai pu renaître par le deuil de ma mère, en fait, quelque part. Et en fait, ouais, je me trouve aussi avec la com animale une sorte de, je dirais pas attrait, mais une sérénité avec la mort que je n'avais pas en fait avec cette expérience-là. Et là, ça m'a rassurée. J'adore les contacts avec les défunts, parce que c'est même mes communications préférées, parce qu'en fait, c'est tellement élevé vibratoirement. On est dans un cocon, ils ont des transmissions tellement apaisantes. C'est ça en fait. J'ai ce chat un jour qui m'a transmis, mais la mort et la naissance, elles ont un gros point commun. C'est qu'un renouveau, en fait, à chaque fois dans les deux cas. Et il y en a plein d'autres qui m'ont transmis des choses comme ça en me disant, mais la mort, c'est tellement un apaisement, on quitte notre corps physique, on quitte ces choses-là. Et c'était un chien qui m'a transmis ça, et qui m'a transmis juste après. Attention, hein, ce que je dis là, c'est pas un appel à la mort, c'est un appel à la vie, à une confiance et à une paix retrouvée vis-à-vis de la mort. Et là, tout ça, ça m'a libérée et fait beaucoup de bien. Donc la mort, je la vois autrement maintenant. Je la vois autrement. Je suis d'accord avec toi, Nina, la peur de la mort, ça peut empêcher de vivre. Et c'est bien dommage, parce que ça n'empêche pas la mort par contre. C'est ouf, parce que là on peut que rebondir, c'est incroyable. La peur de la mort, Ashley a un carnet sous ses yeux où elle vient d'écrire cette phrase, et je lui fais des vocaux au moins 3 fois par semaine où je lui dis que je fais des crises d'angoisse monstrueuses parce que j'ai peur de mourir. Vous savez pourquoi j'ai peur de mourir en ce moment ? Parce que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je suis parfaitement alignée dans mon sport, dans mes amitiés, dans mon travail, dans ma santé, dans mes amours que j'ai cherchés toute ma vie. J'ai enfin fait le deuil de l'absence de mon père. Et je n'ai jamais eu aussi inconsciemment, parce que dans ma journée je me pose jamais la question, mais le soir quand je m'endors et que boum, je tombe dans un sommeil profond, je me réveille et je suis Ashley, je t'ai fait un vocal parce que je crois que j'ai encore failli mourir hier soir. Alors que non, pas du tout, mais c'est fou parce que je sais pas pourquoi on est tellement conditionné à pas tout le monde, mais moi, mais du coup mon expérience va forcément résonner chez d'autres personnes. Je suis tellement heureuse que mon système nerveux a profondément peur de mourir. Et là, voilà, je relaisse la parole à mon amie et accessoirement coach qui m'a donné 1001 conseils et qui va pouvoir se servir du bâton que je lui tends là pour rebondir. Mais c'est assez impressionnant. Et encore aujourd'hui, j'ai pas les réponses parce que quand je m'endors maintenant, je m'endors plus seule, alléluia, et j'ai quelqu'un qui me prend dans ses bras qui me dit « Je suis là, c'est bon, tout va bien se passer ». Pour autant, mon système nerveux, il est « Elle va mourir, elle est trop heureuse, elle va mourir ».
Ouais, du coup, ça m'amène à m'interroger sur est-ce que c'est vraiment de la mort dont tu as peur ou est-ce que c'est pas plutôt de la vie en elle-même. Elle est bonne. Et du coup, en fait, donc moi, comment je l'interpréterais, ce serait plutôt au contraire une peur de la vie et du coup, à travers cette vie, de perdre l'amour et non pas la mort en elle-même, c'est-à-dire de perdre la vie. Parce qu'en fait, si tu meurs, si tu veux, ton cerveau, il sait que, on va dire, tu passes dans un autre stade et c'est autre chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est la vie dont il a peur et de ressentir possiblement, du coup, la perte. Donc finalement, ce serait du deuil dont tu as peur, plus et non pas de la mort en elle-même. Ce qui est paradoxal, c'est quand même que, alors j'en ai déjà parlé dans des podcasts à moi, j'ai fait une EMI, je suis déjà morte moi. C'est pour ça que je pense que t'as pas peur de la mort. Et je n'avais pas peur de la mort, je te l'ai dit, parce que je suis allée de l'autre côté, j'ai ressenti, alors je vais pas en parler là, j'ai un podcast sur le sujet, il faut aller sur ma chaîne et vous le trouverez, c'est pas le jour, c'est pas le lieu, mais pour avoir vécu l'expérience de ce qui se passe après pendant 11 secondes, ça, je sais que l'état qui m'attend n'est pas un état de stress, d'angoisse, etc. T'as peur de la perte pour moi. T'as peur de la perte. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Et quand on expérimente un deuil, ce qui est difficile, moi je trouve, et d'ailleurs on en a parlé pendant le podcast de la culpabilité dessus. Vous pouvez d'ailleurs aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Oui. C'est que c'est parfois pas évident de se rendre compte que, en fait, ça vient forcément soulever énormément de questions en nous, l'idée que la vie peut s'arrêter à n'importe quel instant. Et ça vient surtout appuyer sur l'idée de, en fait, les choses peuvent changer. Je peux perdre quelque chose que je pensais être presque éternel parce que je vivais sans me rendre compte que c'était là. Et quelque part, peur de perdre l'amour. C'est quelque chose qui est important, de perdre l'idée qu'on s'était fait aussi d'une famille potentielle, de perdre l'idée même de la famille qui était avec un papa et une maman, et voilà. En fait, il y a beaucoup de choses qui partent avec la personne, au-delà de elle-même, en fait. C'est aussi tous les espoirs, tout ce qu'on s'était fondé autour. Mais c'est tellement vrai. Et rester en vie alors que quelqu'un qui nous est proche est décédé, parfois c'est difficile. Et surtout, moi je pense aux mamans qui perdent leurs enfants. C'est-à-dire que, en fait, la vie continue, mais sans l'être aimée, et ça sera toujours là en fait. Il faut pas imaginer que ça va partir. Ça restera toujours. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi, on doit pas l'éliminer ou se sentir encore plus coupable. Qu'on pense à notre proche à chaque fois qu'on est heureux, qu'on pense à notre proche à chaque fois qu'on a un fou rire en se disant tout de suite comme un pincement au cœur, s'il ou elle était là, ce rire serait beaucoup plus libéré, quoi. Et parfois on idéalise tellement de choses qu'on a comme un double deuil ou un deuil qui en cache un autre. Par exemple, ma mère n'a jamais rempli un rôle de maman. Et en fait, une thérapeute m'a dit très justement, je pense que vous avez fait le deuil de la personne qui est décédée, mais vous n'avez pas fait le deuil de votre idéal d'un jour avoir une mère, en fait. En fait, ce rôle maternel qui n'était pas rempli par elle, vous n'avez pas fait le deuil qu'elle n'incarnerait jamais ça. Et puisqu'elle est décédée maintenant, elle ne pourra jamais l'incarner. Donc c'est votre idéal qui d'un coup prend une flèche. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que je me suis dit, mais si le rôle est détaché de la personne, je peux peut-être trouver ce rôle dans d'autres personnes. Et c'est vrai, je trouve en ma tante, par exemple, des choses maternelles. Je trouve en Elodie, une fille qui est dans mon écurie, qui a quelque chose de très maternel. En fait, je me rends compte que le rôle est différent. Et là, ça m'a aidée dans le côté résilience, de me dire, oui, il y avait un double deuil, mais quelque part, on peut retrouver d'autres figures chez d'autres personnes aussi. Il est violent ce podcast pour moi. Non mais vraiment, parce que là, à chaque fois vous appuyez sur des trucs et moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans. J'ai perdu mon père le 31 octobre. J'ai perdu mon père l'année de mon divorce, le jour où j'ai décidé de quitter mon ex-mari pour qui j'étais toxique et qui était toxique pour moi. On était dans une relation d'une extrême violence qui n'était que la reproduction de toutes mes relations précédentes et qui a été ma dernière relation symboliquement aussi toxique. Enfin, qui m'a permis de faire le deuil de ce rapport que j'avais aux hommes, mais d'en créer un nouveau pour avancer step by step vers des relations saines. Et j'ai perdu mon père la même année, donc je pense qu'il y a zéro hasard là-dessus, puisque mon père représentait symboliquement ce qui m'avait toujours manqué. Et là, tu viens de dire, on fait le deuil des gens, mais pas forcément de l'idéal qu'on avait d'eux. Et moi, je te rejoins parce que en fait, j'ai attendu
pendant 30 et quelques années, que mon père soit l'homme que je voulais qu'il soit, attentionné, présent, à l'écoute, encourageant, et il ne l'a jamais été, pour des raisons qui lui appartiennent. On n'est pas là pour faire le procès de nos défunts, ou de nos, voilà, on est en pleine conscience, mais je crois que j'ai mis plus longtemps à faire... j'ai fait le deuil de mon père. En fait, le deuil de mon père était déjà fait, le deuil de la personne, puisque je le voyais déjà pratiquement plus, je lui parlais déjà pratiquement plus, il était... Moi, quand je vais chez ma mère aujourd'hui, c'est comme quand j'y allais il y a 5 ans, en fait, j'ai l'impression que mon père n'est pas là, comme j'avais déjà l'impression qu'il n'était pas là à l'époque. Par contre, j'avais pas fait le deuil de l'idéal que je fixais sur lui, et que je plaçais dans mes relations, parce que j'attendais de mes partenaires qu'ils soient des pères, et non des partenaires. Et aujourd'hui, le deuil est fait et j'ai pu enfin accéder à une relation où j'ai un partenaire et pas un père. Et j'adore, comme tu dis, on retrouve ce qu'on a cherché. Alors déjà, je suis devenue ma propre adulte. Je suis devenue mon propre père parce que je me prends soin de moi, je me protège, je me gère financièrement parce que j'associe beaucoup le père à tout ce qui est matériel, surtout avec le mien qui était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie et qui était en même temps très radin. Et ça, je le suis devenue pour moi-même. Et j'ai des pères de substitution. J'ai mon voisin Jean-Luc qui a l'âge de mon père, qui m'envoie des messages pour me dire quand je dois sortir les poubelles, qui s'arrête en vélo une fois par semaine pour boire le thé chez moi, etc. Et il y a un côté, qu'on le veuille ou non, même si on n'a pas mis de mots là-dessus, qui est paternant et qui me rassure. Et je crois que tu as raison, en fait. On se trouve les pères et les mères qu'on veut. Le sang, c'est... Alors pour moi qui suis maman adoptive, en fait, je peux encore plus le confirmer, le sang sert à rien, tu vois. Mais voilà, c'est encore un autre sujet, le deuil d'un parent en tant qu'enfant. Et moi, du coup, ça m'amène à évoquer le fait que pour moi, tout est énergie. Enfin, pour moi. Bon, allez, pour nous, mais même pas pour nous trois. Enfin, voilà, tout est énergie, c'est un fait. C'est un fait. Et en fait, quand j'ai fait ce travail de reconnexion avec l'énergie masculine, l'énergie du masculin sacré, l'énergie du féminin sacré, ça me fait penser à ce que tu dis. C'est vraiment l'idée d'aller recontacter des énergies qui représentent, en fait... le masculin sacré, du coup aussi l'idéal de père, le féminin sacré, l'idéal de mère, en tout cas de l'énergie féminine. Et c'est super intéressant parce que très souvent, on n'en a pas idée. En fait, on n'a pas forcément connu quelqu'un qui incarnait parfaitement ces idées-là. Mais c'est ok, hein, c'est ok. Mais l'idée, c'est de s'en faire une idée parce que déjà, en s'en faisant une idée, on crée cette énergie, on commence à l'atteindre, à la toucher et on peut s'en imprégner pour nous aider, nous aussi, à évoluer. Et ça me fait penser à une deuxième chose. Il y a une sorte dans la psychologie moderne, et j'y pense parce que j'ai eu l'occasion et la joie de partager des moments avec des personnes tout à fait intéressantes et professionnelles du coup de la santé mentale. Il y a une forme de culpabilité qui se forme sur l'idée que on va aller rechercher le sentiment paternel ou maternel au sein du couple, par exemple. Et moi personnellement, je trouve que c'est important de s'autoriser à ressentir ce bien-être-là, même si c'est au sein du couple. Après tout, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme différence au fond, voilà, d'être une femme et d'apprécier que son homme prenne soin de soi, soit sécurisant, s'occupe de nous de temps en temps et inversement. En fait, on est bien là pour s'apporter du bonheur et aussi, qu'on le veuille ou non, combler certains besoins affectifs et c'est ok parce que c'est un échange, c'est à deux et qu'on est en conscience et qu'on est adulte, mais on est aussi là pour être heureux et pour vivre l'amour. Et l'amour du couple, c'est aussi très proche de ce qu'on peut vivre en tant que dans la relation qu'on a à nos parents. Enfin, soyons honnêtes, l'amour, c'est de l'amour. Il n'y a pas de connotation, l'amour couple, l'amour enfant, l'amour machin. Enfin, c'est de l'amour. Et donc, c'est ok si vous vous sentez tellement bien parce que vous êtes avec un homme qui vous fait sentir ce que vous avez jamais ressenti. Et alors ? Si ça vous rend heureux aujourd'hui et que vous êtes équilibré dans votre couple, c'est ok. Bien sûr que si ça crée des déséquilibres et qu'il y a un problème, on est d'accord que là, il faut venir s'interroger. Mais c'est rarement ça, en fait, qui pose le souci. Il est ailleurs, très souvent. Et du coup, ça me fait penser aussi à cette idée qu'un défunt, il faut le sortir de sa tête et de son corps. En fait, le deuil, il est fini quand presque on n'y pense plus et qu'on est capable de vivre comme si ça n'avait jamais existé. Pour moi, c'est totalement le contraire. Donc, c'est laisser une place. C'est comme ce qu'on se disait là, laisser une place à l'intérieur de soi. Pour la petite fille qui a besoin de se sentir sécurisée ou de se sentir... Je dis la petite fille parce que je suis une femme, donc j'y retourne plus facilement, mais on a chacun de nous, même les hommes ont besoin d'affection, et il y a un petit garçon aussi dans les hommes qui a besoin de se sentir aimé, rassuré, soutenu, reconnu. Enfin voilà, c'est tout à fait normal et sain. Et en fait, laisser de la place
à votre enfant intérieur, et tout comme laisser de la place à la personne ou à l'animal, parce que voilà, on fréquente aussi beaucoup de personnes qui aiment des animaux, qui est parti, et c'est ok. Et plus vous allez laisser cette place qui est nécessaire et qui est juste pour vous, plus vous allez vous libérer du poids de l'idée qu'il faut absolument sortir cette personne. Non, si elle est là, elle est là. Et en fait, au contraire, très souvent, quand on laisse de la place, ça soulage. Ah ok, j'ai le droit de lui laisser une place en moi. Ah ok. Et là, tout de suite, le lien qu'on va nourrir avec de l'amour pour cette personne qui est partie, ou pour notre ancien nous qu'on n'a pas trop envie de laisser partir ou qui a souffert, et ben en fait, au contraire, on finit par accepter encore plus sa place et par être capable de développer derrière d'autres parties de nous qui doivent émerger. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté. Oui, et je trouve qu'il y a un côté émotionnel qu'on peut rajouter. Le deuil, c'est tout le temps associé à la tristesse. Il faut toujours être triste. Je suis d'accord que pour moi, c'est une émotion qui est hyper importante. Mais en fait, je trouve que c'est plus complexe que ça. Le deuil, ça peut être autre chose que de la tristesse. Ça peut être de la colère. Ça peut être des choses très compliquées. Hein. Et par exemple, avec ma mère, c'était un deuil qui était particulier parce que je n'avais pas de manque, en fait, de la personne. Mais par contre, j'étais triste de plein de choses, mais je savais pas encore trop quoi. Et j'étais surtout en colère. Qu'est-ce que j'étais en colère ? En colère, vraiment. Et c'est dur quand on se retrouve dans une cérémonie avec plein de personnes qui pleurent et qui vous touchent l'épaule en disant « Oh, ma pauvre, t'as perdu ta mère », qui savaient juste pas qui elle était à la maison, en fait, hein, des collègues de travail, et qui me regardaient avec ce regard. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais il n'y avait pas que des larmes de tristesse. Il y avait beaucoup, beaucoup de colère. Et ça, c'est dur parce que je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance là-dedans, qui facilite pas l'acceptation, du coup, de ces émotions. Un deuil, peut être très divers en termes d'émotions. Et c'est ok, en fait. C'est ok si vous n'êtes pas triste, c'est ok si vous êtes triste, c'est ok si vous avez de la colère, si vous n'avez pas de colère, si vous avez du dégoût, si vous avez... En fait, c'est aussi notre culture, hein, on avait quand même cette culture de... Il y a des pleureuses, quoi, qu'on embauchait, qui venaient pleurer à des enterrements si c'était pas assez triste. Ça pèse sur nous, hein, dans l'inconscient collectif, que la tristesse doit être l'émotion principale et unique d'un deuil. Non, et y compris le deuil d'une relation, y compris le deuil d'une partie de nous ou de nous-mêmes. En fait, ça peut faire peur aussi. Enfin, moi, plusieurs fois, quand je vois que je suis en train d'évoluer sur plein de trucs, mais je flippe. Et je me dis, oh là là, mais je vais vers l'inconnu. J'ai fait une connexion avec des serpents qui m'ont beaucoup aidée à ce sujet, qui m'ont transmis, mais tu vas pas vers l'inconnu, en fait. Tu vas vers une nouvelle part de toi. Et ben ça, c'est tout sauf inconnu, par définition, si tu vas vers toi. C'est la chose la plus connue pour toi, en fait. Ouais, c'est incroyable, cette phrase. Ouais. Mais ouais. Et puis, j'avais très peur parce que j'avais l'impression de laisser des choses derrière moi aussi, de me dire, mais là, je vais vers du nouveau. Donc, je laisse une partie de moi derrière moi. Et il me transmet cette image en train de muer, un serpent en train de muer, et qui me disait, mais regarde, la nouvelle peau que j'ai, elle est construite à partir des anciennes. Donc, tu pars, mais t'emmènes toutes tes anciennes peaux avec toi. Donc non, tu laisses rien derrière. Si ta nouvelle peau, elle est là, c'est parce que tu l'as créée à partir des anciennes. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis d'accepter et de mettre aussi un truc de légitimité sur cette émotion de peur. Mais c'est normal que t'aies peur. Mais regarde, il y a une manière de te rassurer parce que toutes tes peurs, en fait, voilà. En fait, le serpent est venu m'apporter à chaque fois comme une réponse rassurante, un pilier qui est venu apaiser cette peur, en fait. Mais elle est légitime. Toutes les émotions sont légitimes dans un deuil. Je comprends trop ce que tu parles à l'enterrement de ta maman, parce qu'à l'enterrement de mon père, tout le monde pleurait, ils lui ont fait des louanges. C'était quelqu'un de très investi dans son travail, c'était quelqu'un qui était énormément dans le sacrificiel pour les autres. Donc forcément, les gens l'aimaient, entre guillemets, ils aimaient surtout les services qu'il leur rendait. Et moi, j'étais en colère. Et je n'ai pas supporté cet enterrement, vraiment, ça a été violent. Pauvre, j'ai reçu des messages de mes tantes les plus narcissiques et manipulatrices de ma famille qui m'ont dit « Oh Sophie, nous sommes tellement désolées pour toi », alors qu'elles étaient pleinement conscientes des atrocités que j'ai pu vivre en étant enfant. Et c'était insupportable. Et en fait, je crois que je suis assez fière de moi parce qu'en fait, je n'ai pas culpabilisé un seul moment d'être en colère, de trouver ça ridicule, de ne pas leur répondre. De ce côté-là, j'avais déjà fait le deuil de la petite fille que je devais être, du rôle que je devais jouer. Je devais être triste à l'enterrement de mon père. Alors aujourd'hui, j'ai énormément d'amour pour mon père parce que je me suis donné l'amour de moi. Et donc, je sais quel rôle il a joué dans ma vie, pourquoi il était là, je respecte la tristesse de ma mère. J'ai mis longtemps à être en colère contre la tristesse de ma mère aussi,
En fait, j'étais révoltée comme quand j'étais ado, quoi. Mais pourquoi tu pleures un homme qui a pas pris soin de toi? Mais en fait, ma mère, elle y a trouvé quelque chose. Elle l'aimait avec sa façon d'aimer, avec sa façon de voir la vie, avec son prisme, ses expériences. Et quand tu lâches, quand tu fais le deuil de ta colère et le deuil de ce que tu attendais, et que tu acceptes juste d'être comme tu es et aligné avec ce que tu es, tu peux pas en vouloir aux autres. Ils sont des expériences. Ils sont des expériences qui te permettent d'avancer. Et soit à ce moment-là, tu choisis de faire le deuil de certaines choses et de créer de nouvelles choses, la mort, la vie, soit tu t'enfermes dans un rôle de victime, de bourreau, de sauveur, de machin, et tu t'en sors jamais. C'est toutes des étapes, toutes des petites morts et des nouvelles naissances. Et je sais pas si tu voulais rajouter un truc, Ashley, là-dessus. Moi je voulais, si ça me faisait penser que, en fin de compte, là c'est tout mon axe aussi d'ouverture, et c'est là-dessus que systématiquement j'oriente, mais pour moi c'est vraiment sur l'acceptation de tout ce qui nous traverse et se reconnecter, comme tu disais aussi Nina, vraiment avec son ressenti. Et comme tu l'as très bien dit aussi, en fait votre ressenti, c'est votre ressenti. Quoi qu'il arrive, il est ok. Quoi qu'il arrive, il est légitime. Et justement, en le traversant avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous, en premier lieu, c'est comme ça que vous allez vous permettre de vous observer et de vous voir avoir peur, être triste, être en colère. Je l'ai vécu aussi, alors là du coup je pars sur un sujet plus léger, de quand j'ai moi vécu une séparation, et donc du coup j'ai aussi dû changer mon travail, donc laisser ce que j'avais construit, donc un deuil d'une vie de famille, d'un conjoint, et de ma structure équestre, enfin voilà, de tout ce que j'avais construit ces dernières années. Donc j'ai mis 9 ans à construire une famille, une structure professionnelle, etc. Et donc c'est moi qui suis partie. Waouh, ok, même si c'était ma volonté, faire le deuil de tout ça, donc c'est plusieurs choses, c'était très difficile. Et ça m'a amené beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, et j'ai eu du mal à le rendre légitime en moi. Comme c'était ma décision, en fait, je me suis dit, il faut que je le porte avec beaucoup d'assurance. Et en fait, cette assurance, elle n'était pas là. Parce que j'allais déjà vers l'inconnu, je ne savais pas comment j'allais me reconstruire. Et au-delà de ça, j'avais une colère de perdre, de laisser derrière moi des choses qui ont énormément compté pour moi, qui ont représenté un havre de paix, un idéal, une utopie, un lieu d'expression et de liberté pour moi. Donc je m'en suis voulu, en fait. J'ai eu honte même. J'ai eu honte de moi, de pas être capable de laisser ça derrière moi et d'avoir été en colère, en fait. Et aujourd'hui, je reconnais en moi avec beaucoup d'amour que c'est normal, que c'était normal et que j'étais légitime d'être en colère. Et effectivement, que cette honte que j'ai pu avoir de moi, là aussi, j'ai beaucoup d'affection pour cette partie de moi. Je sais que c'est une partie qui essaye de me protéger et qui, quelque part, avait du mal à assumer aussi ses choix de vie. Et aujourd'hui, ça m'a amenée vers autre chose, à être beaucoup plus moi-même, en fait. Donc c'est aussi, quelque part, laisser un métier, un travail, une famille, ça vous amène à vous connaître différemment. J'encourage personne à sur un coup de tête, en tout cas, tout laisser, etc. C'est que si à un moment donné il y a l'appel à ça, c'est que c'est trop tard, c'est que vous devez vivre ça de toute manière. Donc voilà, et on sait pas à l'avance ce qui va se passer, il y a plein de choses qu'on peut pas prévoir, et en fait, le changement, c'est aussi s'aventurer plus profondément en soi, tous les changements de vie, tout ce qu'on vit, soit on décide de vivre intensément et d'y aller, soit de rester planqué par peur de tout ce qui pourrait nous arriver. Je peux que vous encourager à y aller, peu importe ce que vous allez traverser, forcément des montagnes. Mais en fait, c'est pleinement vous. Pour moi, la paix, elle vient là, la paix avec soi, l'expérience de vie et l'éveil spirituel vient de l'accueil du fait que tout n'est pas lisse, tout ne va pas être facile nécessairement. C'est ça qui est dur, je trouve, des fois, c'est de se dire, on se dit, là ça y est, je suis moi, ça y est, là je suis alignée. Et puis le lendemain, on se dit, mais j'ai ce truc-là qui me titille. Et si j'allais... Et en fait, c'est l'histoire de ma vie. C'est jamais fini. Et moi, ça me terrifiait. Là, ce week-end, j'ai fêté mes 1 an de relation avec mon copain. Joyeux anniversaire, Nina. Merci. On était trop contents. Et en fait, on s'est dit, viens, on fait un vœu pour l'année à venir. Et en fait, on se disait tous les deux, on sait très bien qu'on évolue.
on a sans cesse des nouvelles versions de nous-mêmes qui émergent. Et notre vœu, c'était que toutes les versions de nous-mêmes qui émergent dans le futur, qu'elles soient toujours aussi en accord et que la relation elle soit toujours aussi intense. Parce qu'en fait, il est possible parfois que nous, on évolue dans une nouvelle version de nous-mêmes et l'autre, que ce soit un ami, un petit ami, évolue dans une autre version. Et qu'en fait, ces deux versions-là, elles soient plus en accord. Et là, c'est des deuils de relation, mais c'est super dur. Enfin, moi, je l'ai vécu avec des amis où, en fait, je me rends compte que non, on a vécu à un moment où on devait s'apporter des choses et aujourd'hui, on est simplement plus proche de nous-mêmes et donc plus loin l'une de l'autre parce que on n'est plus en accord avec qui on est, avec la vibration et c'est ok, ça permet d'accueillir d'autres personnes dans la vie, c'est d'autres chapitres, mais ça demande d'en refermer. Et ces deuils-là, encore une fois, c'est des émotions, c'est tout ça. Et nous, on se disait, on a peur en fait que ça se termine tellement c'est bien ce qu'on vit, mais on se dit, mais si ça doit se terminer, c'est que il y aura une raison. Mais c'est dur parce que on veut pas mettre un terme, c'est pas ça, mais on s'est dit, voilà, si on peut faire un souhait, c'est de se dire que ces nouvelles versions qui émergent de nous, elles soient toujours aussi en accord, toujours, même si on n'a pas la main mise vraiment dessus. Mais c'était un souhait parce qu'en fait, c'est ça, quoi. Quand tu fais émerger une nouvelle version de toi, est-ce que c'est toujours en accord avec ton entourage, avec ce que tu vibres, que ce soit un métier, des gens, enfin, c'est tout ça aussi qui fait partie du deuil. Moi, je crois que ça se fait tout seul. Moi, j'ai l'impression que, de toute manière, quand quelque chose est voué à s'arrêter, tout va pousser. Oui, mais si tu luttes, ça va te pousser un max. Voilà, tu peux arriver à des maladies, des accidents, la perte de ta maison, un cancer, des choses comme ça. Il y a quelque chose que tu veux pas voir, ça va aller de plus en plus loin, jusqu'à ce que ça devienne de toute manière quelque chose qui n'est plus évitable. Et du coup, vous pouvez vous faire confiance. Parfois, on se dit, est-ce que cette personne est bien dans ma vie ? Est-ce que je suis au bon endroit, etc. Oula, tant que... Honnêtement, moi, j'aime me dire, arrête de te poser trop de questions, pour l'instant c'est comme ça. Si ça te paraît être super compliqué, ou bizarre, ou pas totalement soulageant de mettre fin à cette relation, reste dans cette relation en fait, parce que de toute manière, ne t'inquiète pas, ce qui doit arriver, arrivera. Et moi, j'ai vraiment cette idée de pas trop se prendre la tête, de vraiment se centrer sur notre ressenti, de faire confiance au processus. De revenir à soi, principalement, exactement. Parce que si tu m'avais dit ça il y a 4 ans, 5 ans en arrière, quand j'étais avec mon ex-mari, et qu'on m'avait dit « Attends, les choses vont se faire », je serais restée avec un type extrêmement violent et j'aurais continué de subir. Donc il y a quand même aussi un moment où tu dois prendre les choses en main. En fait, je trouve que c'est... Mais pour toi, là, c'était plus possible. En fait, justement, le moment, il était là. C'est-à-dire que pour toi, c'était même plus envisageable. Je t'aurais jamais dit « Attends », puisque de toute manière, t'as demandé à personne. Ouais. C'est-à-dire que justement, quand c'est le moment, c'est le moment. Ouais, mais et ça vient de soi. C'est subtil et facilement compréhensible ce que t'exprimes là, mais le problème, c'est que c'est pas entendu de la même manière pour quelqu'un qui veut pas voir, tu vois, qui s'enferme et qui va se dire... mais attention, parce que celui qui veut pas voir, est-ce que tu crois vraiment que si tu lui dis comme ça, non mais là, tu vois bien que t'es dans une relation toxique. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça va venir d'elle-même à un moment donné. Tant que ça vient de toi, de quelqu'un de l'extérieur, je veux dire, c'est jamais vraiment efficace. Il faut que ça vienne de la personne en elle-même. Ouais, je suis d'accord. Quand tu veux pas faire le deuil et que tout le monde autour de toi voit que tu devrais faire le deuil de quelque chose parce que les autres voient la situation, mais toi t'es enfermé dans ton mental et dans tes trucs. Effectivement, quoique tu iras chercher quelque chose qui te convainc de ce que tu as envie de croire toi, tu vois. Si t'es dans une relation toxique et que tu veux pas voir qu'elle est toxique, tu iras lire des articles où on décrit ce que tu vis comme quelque chose de grand, comme un cheminement spirituel, parce que tu es avec ta flamme jumelle, parce que tu es machin. Non, tu es juste avec un fou qui te tape dessus, il faut que tu t'en ailles. Mais tant que tu voudras pas le voir, tu iras chercher des infos et tu transformes. Parce qu'en plus, le fou derrière, il peut encore plus t'isoler. Dans le sens où si toi, tu viens lui voir en lui disant « Dis donc, on m'a dit que machin », il va faire en sorte que ce soit les personnes qui t'ont parlé qui soient les personnes toxiques et que lui, il redevienne le centre de ta vie ultime. Ouais. Et du coup, au final, si t'es vraiment manipulé, en vrai, tant que t'es pas sûr, 100% de toi et que ça émane pas de toi, je pense qu'il y a moyen que tu restes longtemps. Mais ça me parle trop vis-à-vis de mon dernier travail en MFR, en maison familiale et rurale, où j'enseignais en fait, et je me sentais pas bien du tout. Il y a un moment donné, je me suis dit, mais là, il faut que je parte. Mais en fait, il y avait ce truc en moi de, mais est-ce que t'es pas lâche ? Est-ce qu'en fait, c'est pas une épreuve de vie que tu dois vivre pour évoluer spirituellement ? Et en fait, tu fuis. Et après, je commençais à me dire, mais à chaque fois que ça n'allait pas, j'ai fui. Quand j'étais dans mon écurie et ça n'allait pas, j'ai fui. Quand j'étais dans tel boulot, j'ai fui. Avec telle relation, pareil. Et je me disais, en fait, peut-être que c'est ça, la charge karmique que je dois dépasser. Arrêter de fuir. Mais plus je me disais ça, et plus j'étais mal dans mon travail. Et là, je me suis dit,
Révélation grâce aux renards. Merci mes amis les renards qui m'ont transmis. La vie c'est le mouvement en fait. Donc c'est normal, c'est pas de la fuite, c'est juste que tu bouges. Tu bouges parce que sinon tu te fais bouffer par les prédateurs. Donc non, c'est pas de la fuite, tu vis en fait. Ouais, mais on a une culture en France, dans les pays d'Europe, blablabla, je vais pas refaire la liste, où tu dois rester marié avec la même personne, tu dois rester dans le même travail. Enfin, non, nous, toutes nos générations, puis les générations en dessous de nous, elles sont complètement en train de péter ça. Mais si tu regardes déjà la génération de nos parents et tout, il faut rester dans le même boulot, il faut habiter dans la même maison, il faut faire un crédit pour vivre au même endroit. Et ça, c'est... Même si nous, on est à des années-lumière de ce fonctionnement-là et que les gens qu'on fréquente aussi, parce que, voilà, on s'attire entre nous, il y a encore ça qui est là. Il y a des gens qui ont du mal à se séparer parce qu'on te dit que tu dois faire ta vie, je dois épouser mon premier amour et construire toute ma... Alors, dans un idéal, moi, j'aurais adoré ça. Et puis, je vois pas pourquoi il y a des gens qui ne pourraient pas le vivre, c'est génial. Mais on n'est pas obligé de vivre ça non plus. La vie, c'est du mouvement. Tu ne peux pas rester toujours figé au même endroit. Alors, pour certaines choses, peut-être que oui, mais de façon générale, il faut sortir de ce dogme-là. Les idées changent, les idéaux changent, nos envies changent. Donc déjà, pas de culpabilité là-dessus, quoi. Tout change, voilà. Du coup, il faut vraiment écouter notre podcast sur la culpabilité. Ah, mais vraiment, ça fait penser que... à ces personnes qui vous revoient après des années et ça colle plus, et qui vont vous dire « Ah, mais t'as changé !» Bah ouais. Et moi, c'est la meilleure réponse, c'est de dire « Ouais, j'ai changé, heureusement !» Ouais. Mais elles ne se rendent pas compte qu'elles changent aussi, ou alors qu'elles sont en pleine résistance au changement, et que de toute manière, ça va leur arriver aussi. C'est leur parcours de vie. Ah, ça, c'est ce que je dis toujours pour tous les gens qui jugent. Les gens qui jugent ceux qui sont partis, qui se sont séparés. Oui, toi, tu as bien vécu ça. Qui n'ont pas réussi à... oui, qui sont des menteurs, des vilains, des pas bonnes personnes, etc. Ouh là là, attention à ce que vous pouvez vivre aussi un jour. Donc, gardez pour vous tout ça, et plutôt de la compassion pour ceux qui vivent des moments difficiles. C'est super important. Ce sera exactement la manière dont vous allez accueillir ce qui vous arrive. Ouais. Souvent, ces gens-là, ils sont figés dans des choses, dans leur travail, dans leurs relations, dans leurs amitiés, dans leur famille, où ils sont pas heureux. Parce que comme ils se jugent du fait qu'ils pourraient eux-mêmes avoir envie de sortir de ça, et donc ils jugent les gens qui le font. Toi, t'en as vécu l'expérience, on va citer personne, mais ce serait tellement facile. Pour autant, la plupart des gens qui t'ont jugé, je vais le dire, je vais le balancer sur ce podcast, n'ont pas l'air très épanouis dans les différents domaines de leur vie. Voilà. Ouais. Et à la fois, ils étaient peut-être le reflet de la manière dont moi je me jugeais. Donc, exactement, il n'y a pas de hasard. On sait que j'aime bien dire des choses piquantes. Mais tu as raison. Et en soi, ça ne fait du bien à personne, ni à soi. Voilà. On arrête de se juger soi-même. On évite au maximum. Et donc, du coup, en faisant ça, on arrête de juger les autres, forcément. Intéressant, encore une fois. Autocongratulations, je trouve ce podcast merveilleux. C'est vrai, il est fort, il est riche. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que nos expériences sur le sujet vont pouvoir vous aider. Et, n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire d'ailleurs. Oui, c'est toujours génial. Ça serait vraiment intéressant d'avoir vos retours. Que ce soit des expériences comme l'histoire de la bague d'Ashley où on est dans des manifestations des deuils, ou vos difficultés vous-même à avoir fait votre propre deuil. Oui, carrément. Ou ce qui vous a aidé même. Oui, on attend. On attend vos retours. Et petit point promo aussi, parce que j'ai une conférence à venir le 22 novembre à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, en France, qui aborde le thème du défunt. Et je trouve très en lien, du coup, avec ce podcast. Donc, si vous voulez échanger à ce sujet, ce sera avec grand plaisir. C'est en présentiel, donc il faut pouvoir se déplacer. Mais je pense que oui, c'est une thématique qui génère beaucoup d'interrogations. Et sur laquelle j'avais besoin de parler aussi. Et nous-mêmes, nous toutes les trois, on a prévu pour l'année 2025, on peut déjà en parler maintenant puisqu'on va sortir d'autres épisodes de podcast, mais on fera également des conférences et peut-être qu'on traitera de ce sujet en ligne parce qu'on sait qu'on a un public assez important qui nous suit en ligne et qui n'est pas forcément sur place en présentiel dans notre région. Donc je vous annonce, comme ça on peut pas vous donner des dates ou quoi que ce soit, mais sachez que sur 2025, on prévoit plusieurs conférences en ligne avec des ateliers et des choses comme ça en commun. Au revoir tout le monde, merci de votre écoute. Merci.